Marocaine, salam alaikum, je me représente Kamel. Je vous demanderai de ne pas partager cette vidéo n'importe où. Cette vidéo ne doit toucher que les Marocains. Ne donnons pas à nos ennemis un os à ronger. Sachez que je n'ai rien contre la normalisation d'Israël, si elle permet de protéger l'intégrité territoriale du Maroc. Mais en aucun cas le deal était de nous en faire nos meilleurs amis et d'affilier leur image désastreuse à la belle image que le Maroc a réussi à se forger avec beaucoup de labeur. Sachez que je n'éprouve aucune honte à voir le Maroc être infiltré économiquement par le sionisme, sachant que seulement 9 pays dans le monde n'abritent pas de banque Rothschild et l'Algérie et la Palestine sont loin d'en faire partie. D'ailleurs, les Algériens devraient se poser la question sur les 100 millions de dollars que leur gouvernement a donné à la Palestine, sachant que la monnaie en Palestine est le shekel israélien et que la Palestine est économiquement sous la tutelle d'Israël. Mais bon, laissons ces zouaves s'accaparer la lutte pro-palestinienne comme ils ont toujours voulu. Car oui, c'est une histoire d'ego. On voit clairement qu'ils ne font pas ça pour les Palestiniens, mais juste pour se sentir meilleurs que les Marocains. Mais bon, revenons au Maroc car l'heure est grave. J'aime mon pays d'origine, donc je me dois de parler de ce sujet très controversé, qui vous permettra par la même occasion de voir dans les commentaires que nous avons des traîtres à la nation, ou des faux comptes qui se font passer pour des Marocains. Sachez, chers Marocains, Marocaines, que je n'ai rien contre les Juifs marocains. Mais il faut savoir que beaucoup d'entre eux portent une idéologie mondialiste et n'ont aucune notion de nation. Donc cessons de vivre dans le déni à cause de ces grosses du pays voisin qui passent leur vie de frustrés à nous insulter et qui nous empêchent d'avoir l'esprit clair. Et réveillons-nous avant qu'il soit trop tard. Sachez que le Maroc est en phase de mutation. Donc préparez-vous dans un avenir proche à vous faire insulter de racistes si vous êtes contre la cosmopolisation du Maroc. Sachez que depuis 2014, des lois sont passées au Maroc qui visent à régulariser tous les migrants subsahariens qui à la base étaient là pour se rendre en Europe. En 2021, des nouvelles lois sont passées. Des lois qui visent à intégrer les enfants des clandestins subsahariens dans les écoles marocaines, de manière à ancrer solidement les clandestins subsahariens sur le sol marocain. Des lois qui forcent la police marocaine à empêcher les subsahariens de se rendre en Europe, alors qu'ils n'ont jamais empêché les Marocains de partir. Des entreprises étrangères qui engagent des subsahariens pour les intégrer au Maroc, alors que beaucoup de nos frères et sœurs souffrent du chômage et meurent en Méditerranée. Nous sommes d'abord un pays qui a une immigration, une communauté très importante à l'extérieur qui dépasse aujourd'hui les 5 millions de Marocains qui connaît cette communauté, connaît un certain nombre de transformations fondamentales et très rapides. L'immigration, le départ des Marocains continue, donc il y a une expansion démographique de cette immigration marocaine, mais surtout c'est une immigration qui se féminise, et notamment une transformation fondamentale, c'est que cette communauté est en train de s'enraciner dans les pays de résidence. Nous sommes aussi concernés par la journée des migrants parce que le Maroc, en peu de temps, s'est transformé d'un pays de passage, de transit, en un pays d'installation. Et en 2013, une nouvelle politique migratoire qui avait notamment donné lieu à 2 grandes opérations exceptionnelles de régularisation. Porte de l'Afrique aux portes de l'Europe, le Maroc n'est plus un pays de transit pour les populations africaines qui choisissent de s'installer de plus en plus dans les grandes villes du pays. Le Maroc est confronté à un afflux de migrants dont l'Europe ne veut pas. Résultat, d'un pays de transit, le Maroc est devenu un pays d'accueil et les autorités n'y étaient pas forcément préparées. Face aux critiques, le Royaume a annoncé des régularisations exceptionnelles, entre 25 et 40 000 clandestins en 2014. Depuis 2014, le Maroc entame une politique novatrice de régularisation dont bénéficient des dizaines de milliers de migrants subsahariens. Comme il y a eu une deuxième phase de la régularisation, moi je crois que c'est intéressant. C'est vraiment humain et puis c'est un acte d'amour. Et puis c'est un acte encore qui prouve que le Maroc est proche de l'Afrique. Et vraiment en Afrique, parce que j'avais lu tout dernièrement sur l'Africa Time, il y a un chef de l'État qui a suggéré que si le Maroc veut être en Afrique, il faut que l'Afrique soit au Maroc. Moi, je crois que c'est intéressant vraiment cette régularisation. Après 2 premières grandes opérations de régularisation, les conditions pour régulariser les étrangers au Maroc viennent d'être allégées. La Commission nationale de recours de la 2e opération a donc décidé de faciliter l'octroi de titres de séjour aux étrangers en situation irrégulière. Ainsi, les femmes étrangères au Maroc et leurs enfants pourront disposer d'un titre de séjour indépendamment des critères initiaux de la circulaire. On en parle avec François Rébé-Degas, représentant du HCR au Maroc. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Bonsoir.
La convention signée aujourd'hui vise à faciliter l'intégration des réfugiés et des migrants ici au Maroc et de leurs enfants aussi dans le système éducatif marocain. En quoi consiste concrètement cette convention et à partir de quel âge les enfants de migrants et de réfugiés sont-ils concernés? Aux côtés de l'enseignement de la langue arabe et de la culture marocaine aussi, les enfants de migrants devraient participer également aux diverses activités sportives et linguistiques au sein des établissements marocains. L'éducation nationale et en l'occurrence avec un focus sur l'intégration des enfants réfugiés au Maroc. Quelles sont les principales conclusions de ce rapport et quelles sont ses recommandations? Éléments de réponse aujourd'hui sur ce plateau en compagnie du représentant du HCR au Maroc, Jean-Paul Cavalieri. Bonjour. Bonjour. Ce succès, je crois que au niveau global, dans le monde, on va parler d'un succès. C'est le succès du Maroc, tout d'abord. Le succès du Maroc qui, à travers sa politique nationale d'immigration et d'asile, a ouvert toutes les portes de toutes les écoles publiques aux petits-enfants réfugiés, qui peuvent donc avoir un accès libre et gratuit à l'éducation publique, au même titre que les enfants marocains. Et ça doit être salué. Sachez qu'ils feront tout pour ramener la laïcité et démocratiser l'athéisme. Et pour cela, ils feront tout pour intégrer au Maroc des millions de subsahariens chrétiens, afin de remplir les anciennes églises et d'en ouvrir des nouvelles. Le royaume, première porte d'entrée vers l'Europe, a régularisé 50 000 migrants, dont beaucoup sont chrétiens. Mais maintenant, la population chrétienne catholique est majoritairement africaine. Dans nos communautés, il y a plus d'hommes que de femmes, plus de jeunes que d'adultes, et plus de noirs que de blancs. Ces fidèles subsahariens installés dans le royaume apportent un nouveau souffle à l'église du Maroc, qui rassemblerait environ 30 000 chrétiens d'une moyenne d'âge de 35 ans. Depuis toutes ces lois, une centaine de milliers de subsahariens vivent impunément au Maroc. Dans des camps de fortune, des bidonvilles ou des quartiers entiers que le gouvernement leur a donnés. Dans des quartiers où les Marocains finiront par se sentir en infériorité. Nous sommes en train de créer une véritable armée interne qui commence à vivre en terrain conquis. Des Ivoiriens ayant fait du Maroc un pays de transit, on n'en dénombre pas moins de 5000 dans la ville de Tanger. Comment vivent-ils? Quelles sont leurs difficultés? Quels sont leurs objectifs? Pour en savoir plus, nous retrouvons dans le quartier voisin de Mesnana, celui que sa communauté a surnommé Président Jumeau. Nous partons pour Bourhalef, en périphérie de Tanger. Ce quartier a été investi par des migrants. Ici, la cohabitation avec les Marocains est tendue. Oui, c'est moi, je dirige. Allons, baissez les Camerounais. Ça a commencé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on a parlé. شوف ضربي لهم شوف ابد ويلي شوف لا لا الصاد وصلنا Cette loi qui vise à régulariser les migrants qui passent par le Maroc est une décision qui dissimule clairement le départ d'une immigration de masse, qui fera baisser le prix de la main-d'œuvre et empêchera nos ouvriers marocains de demander plus de droits. Cette immigration de masse aura aussi pour but de diviser, de dénationaliser et de déculturaliser via la cosmopolisation du pays. Certains politiques et médias marocains corrompus par cette idéologie commencent déjà par en faire la propagande. Il faut à tout prix que les Marocains luttent contre ça, avant de finir dans un pays divisé où les Marocains lobotomisés se traiteront de racistes ou d'antisémites. Il faut donc à tout prix les empêcher d'investir nos institutions et le monde télévisuel, même si je pense que le mal est déjà fait, car si nous les laissons faire, ils contrôleront une partie de nos politiques, nos médias, nos infos, nos musiques, nos radios, nos films, où ils feront passer toute leur propagande qui ramènera le chaos dans notre pays.
Du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Maroc a salué le royaume qui permet aux réfugiés l'accès à l'éducation et à l'emploi avec un environnement très progressiste. Écoutons le responsable onusien. L'action qui est menée aux demandeurs d'asile et des réfugiés. Maroc qui a un environnement très progressiste avec sa politique nationale et sa stratégie nationale de 2013-2014 qui permet aux demandeurs d'asile et aux réfugiés l'accès à l'éducation, à l'emploi. Mais nous travaillons également beaucoup sur les questions de vivre ensemble. Les activités du vivre ensemble sont importantes parce qu'elles favorisent l'acceptation et l'intégration des populations migrantes et réfugiées à travers des activités culturelles et autres, le sport, des exhibitions, des rassemblements, et ce faisant, participe et constitue un élément important d'une approche de développement durable et inclusive. Oui, je sais ce que vous vous dites. Certains doivent se dire que je tiens le même discours que le Rassemblement national en France. Je leur répondrai que la grande majorité des Marocains en France ont été invités, que le Maroc n'a pas besoin de main-d'œuvre et n'en a jamais demandé, et que le Maroc est un pays du tiers-monde qui a déjà ses problèmes et qui ne doit rien à personne. Sachez que quand ces migrants subsahariens dépasseront le million, malgré qu'ils auront du mal à s'intégrer, ils seront en position de force pour réclamer ce qu'ils veulent. Et pour cela, ils manifesteront à l'aide de bobos traîtres à la nation, qui se préoccuperont plus des droits des migrants subsahariens que celui du Marocain. C'est notre 5e manifestation pour réclamer nos droits. Nous réclamons au gouvernement marocain nos droits. Nous sommes au Maroc, nous vivons au Maroc, nous devrons être traités comme les Marocains. Donc c'est pour cela aujourd'hui, depuis 2012, à chaque 1er mai, l'ODTI immigré sort avec une grande masse pour réclamer ses droits. Le respect des droits dans nos lieux de travail, le respect des droits dans nos différentes fonctions que nous exerçons, nous, étrangers marocains. Le Maroc comme étant notre deuxième patrie, nous sommes là pour participer au développement socio-économique de notre société d'accueil qui est le Maroc. Notre hommage aussi à toutes les institutions du royaume. Nous faisons allusion au Conseil national des droits de l'homme qui n'a cessé de déployer aucun effort pour que nous migrants, nous puissions être intégrés au sein de la société marocaine. Au travail associatif, il y a eu beaucoup de changements. Il faut vraiment le reconnaître parce que avant 2013, les associations n'existaient pas légalement. Mais c'est à partir de 2013, lorsque le Maroc a lancé la nouvelle politique, qu'elle a aussi accepté, à la suite de la régularisation des migrants, de régulariser des associations qui existaient de façon informelle. Le GADEM, le groupe antiraciste d'accompagnement de défense des étrangers et des migrants au Maroc, c'est-à-dire par exemple, on ne veut pas que l'État mette en place une politique qui va stigmatiser les personnes parce qu'elles sont noires de peau. Le GADEM, groupe antiraciste d'accompagnement et de défense des étrangers et migrants, l'une des plus anciennes de ces associations. Le GADEM est une organisation de la société civile de droit marocain créée en 2006 qui travaille sur les questions d'accompagnement juridique des migrants, sur aussi les questions du vivre ensemble et de l'interculturalité au niveau national. Il y a un travail de réflexion qui est très approfondi. Le but, au fait, c'est de créer un outil qui participe à l'éducation des enfants et des plus jeunes sur les valeurs du vivre ensemble ici au Maroc. Émission sur les subsahariens, on souhaite connaître votre avis sur le mariage mixte avec les étrangers. Le mariage mixte, c'est très bien. Ça parle de vivre ensemble. C'est les mélanges de la culture.
Ils nous forceront à accepter cette immigration de masse en nous faisant culpabiliser via la propagande qu'ils propageront dans les médias corrompus. Et pour cela, ils nous rabâcheront à longueur du temps sur les chaînes marocaines l'ancien esclavagisme arabe ou la colonisation de certains pays subsahariens perpétrés par nos ancêtres marocains. Ils essaieront sûrement de falsifier notre histoire via l'éducation nationale en formatant le cerveau de nos enfants pour qu'ils croient que le Maroc antique était noir, que Tarek et Ben Ziyad étaient noirs, que toutes les dynasties berbères à commencer par les Almoravides étaient noirs. Cette propagande est déjà véhiculée en masse dans le monde par ces satanés afrocentristes. Sachez d'ailleurs que cette propagande afrocentriste vient du pays subsaharien qu'on nous force le plus à accepter, c'est-à-dire les Sénégalais. Cette propagande qui vise à s'accaparer l'histoire de l'Afrique du Nord a été créée par Cheikh Anta Diop et elle est véhiculée par beaucoup de ses disciples sénégalais, car cette propagande est enseignée dans leurs écoles, comme dans la plupart des écoles subsahariennes. Estal d'1,80 m, Cheikh Anta Diop est debout sur 2 mètres en bronze maté. Il a fallu 4 mois pour ériger ce mémorial, parti pour tenir 50 ans au moins, selon le maître d'œuvre, docteur en esthétique africaine et afrocentriste. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar a répondu favorablement aux sollicitations des étudiants, une façon de valoriser l'auteur de Nation nègre et culture. La domination marocaine, la domination marocaine en Afrique. Condamnons, vous avez choisi aux côtés de l'Union européenne, comme Marcus Garvey le disait, l'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit redevenir noire. L'Afrique du nord au sud, de l'est à l'ouest, doit redevenir. La destruction du Maghreb en tant qu'entité géographique signifie simplement nous refusons le partage de l'Afrique. Parce que ceux qui utilisent le terme Maghreb, ils veulent aujourd'hui séparer l'Afrique en 2 continents. Nous refusons l'appellation géographique qui dit Maghreb. C'est l'Afrique tout court. Et notre mère patrie, l'Afrique, elle est du nord au sud, de l'est comme à l'ouest, un continent appartenant à la race noire. Au nom de l'unité, de la dignité et le courage, nous sommes allés à l'ambassade du Maroc pour donner un avertissement à tout le Maghreb. Et ici, nous appelons à la destruction systématique du Maghreb en tant qu'entité physique, invisible, visible et morale. L'Afrique doit redevenir noire du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme le disait Marcus Garvey. Et nous appelons le peuple d'Afrique à remonter vers le nord, tout simplement. Nous sommes en train d'intégrer des milliers de personnes qui dissimulent pour l'instant leur idéologie afrocentriste, mais qu'ils revendiqueront quand ils seront des millions et qu'ils auront pris assez d'assurance pour dire ce qu'ils pensent. L'adhésion du Maroc à la CEDEAO est la meilleure chose pour nous tous. Une déclaration faite par le président du Parlement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, Mohamed Tunis, qui conduit une délégation du Parlement de la CEDEAO en visite au Maroc. Dans cette vidéo, je vais revenir sur la candidature du Maroc à la CEDEAO et je vais aborder les risques pour le pays. La communauté des États d'Afrique de l'Ouest est composée de 15 États membres qui constituent un marché commun de 400 millions d'habitants. Au niveau des inconvénients, il y a tout d'abord la libre circulation des personnes qui pourrait voir affluer des migrants de toute la zone au Maroc. Il y a aussi des traités militaires que le Maroc devra signer et qui contraindront le pays à intervenir dans divers conflits dans la région. Il y a aussi l'adhésion à l'ECO en 2027 qui verrait une partie de notre souveraineté monétaire être transférée à une institution étrangère. L'ECO n'est pas une monnaie qui convient à toutes les économies au même titre que l'euro en Europe, donc le Maroc devra être très prudent en intégrant cette monnaie unique. Il y aura certainement un afflux de migrants qui voudront soit trouver du travail au Maroc, soit tenter leur chance en Espagne. Le Maroc devra juste laisser les portes de Melilla et Ceuta grandes ouvertes et faire en sorte que seuls ceux qui ont le droit de rester restent. Il y a enfin l'abandon définitif de l'Union du Maghreb. Après avoir réintégré l'Union africaine en janvier 2017, le Maroc s'apprête à rejoindre la CEDEAO. C'est un mariage sans Brexit, sans divorce. Il doit être bien préparé. Le Maroc va adhérer à un schéma de libération des échanges ainsi qu'à un tarif extérieur commun. La CEDEAO dispose de 6 000 lignes tarifaires et le Maroc en a 17 800. Il faudra harmoniser tout cela dans la durée. L'adhésion du Maroc à la future monnaie unique de la CEDEAO mettrait fin au dirham marocain. Le Maroc a demandé la CEDEAO, je ne vais pas vous expliquer. La ZLEC en revanche, on a signé au mois d'avril, ça c'est une réalité. Je vous disais que c'était une communauté des pauvres, pourquoi ? Parce que contrairement à la communauté européenne, les économies sont plus ou moins équivalentes. En revanche, les pays africains, beaucoup sont frappés par la famine, quand c'est pas la guerre civile, le chômage. Donc les économies ne sont pas les mêmes. Donc cet accord, comme je vous le disais, implique une libre circulation des personnes. Et c'est ça qui me dérange en fait. Qui dit libre circulation des personnes, dit tout Africain qui le souhaite
peut venir s'installer au Maroc sans visa. Qui dit donc on va avoir droit à une invasion de Noirs, ça c'est une réalité. Déjà là avec les subsahariens qu'on a, il y a des gros problèmes. J'imagine pas si on multiplie par 1000 cette population. Si nous faisons rien, d'ici même pas 20 ans, cette belle solidarité que nous connaissons entre Marocains sera anéantie. Un bon nombre d'entre nous seront affaiblis par leur propagande diffusée dans le monde médiatique. Et beaucoup d'entre nous se battront même plus pour défendre leur marocanité. Le Maroc croulera sous les tensions raciales et l'insécurité battra son plein. Car des centaines de milliers d'enfants subsahariens nés au Maroc basculeront dans la délinquance. Et vous, Marocains, serez dépassés et finirez par ne plus rien dire et voir ça comme une fatalité. Donc, chers Marocains, Marocaines, ne nous divisons pas entre pro-sionistes sans fierté et anti-sionistes, entre pro-migrants sans fierté et anti-migrants. Ne cédons pas à la division et au chantage au racisme, car c'est exactement ce qu'ils veulent, de pouvoir créer un trouble qui leur permettra de prendre en toute discrétion les rênes de notre pays. Battons-nous pour la sauvegarde de notre royaume, notre culture et nos valeurs, avant que nous passions au second plan derrière toute leur propagande mondialiste. Donc cessons de vivre dans le déni par fierté, à cause des insultes répétées de ces de l'Est qui sont soumis à l'idéologie communiste, qui, je le rappelle, est initialement un ensemble de doctrines politiques issues du marxisme, créé par le théoricien d'origine juive Karl Marx, qui était un sataniste anti-religieux, ce qui d'ailleurs pourrait expliquer pourquoi l'Algérie soutient la Chine communiste concernant les camps ouïghours. Donc je le répète, cessons de vivre dans le déni à cause de ces de l'Est qui nous empêchent d'avoir l'esprit clair et de lutter contre nos ennemis internes. J'espère que vous aurez compris que je ne dis pas que le Maroc est soumis aux sionistes. Je pense seulement que certains de ces juifs marocains qui jusqu'à maintenant étaient seulement positionnés dans l'économie du Maroc commencent à prendre la confiance et à infiltrer nos médias et nos institutions pour nous imposer leur idéologie mondialiste. J'espère que vous aurez compris mon message, qui ne dénigre en aucun cas notre royaume, qui crée des alliances pour protéger les intérêts de notre pays. Mais méfions-nous des traîtres à la nation, car nous abritons des ennemis internes qui œuvrent à la destruction de notre nation. Merci d'avoir regardé entièrement la vidéo. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci encore et à la prochaine. On ne veut pas la canne au Maroc. On ne veut pas la canne au Maroc. Le Maroc n'en fait pas de l'Afrique. Oh, qu'ils sont nombreux. Parce que la démographie africaine est telle que si nous ne faisons rien, dans les décennies qui vont venir, nous allons subir une déferlante. Une seconde phase de déferlante, parce que la première déferlante, ce sont les pays d'Afrique du Nord qui vont la subir. Parce que l'Afrique du Nord, à l'exception de l'Égypte, est rentrée dans sa phase de mutation démographique. Un pays comme la Tunisie avait quasiment une démographie qui se rapprochait de la nôtre. Et le problème, c'est que en 2050, les Africains au sud du Sahara vont doubler, ils vont être pas loin de 2 milliards, et la pression va se faire, bien sûr, vers l'Afrique du Nord. Donc il va y avoir sur ce monde méditerranéen toute une pression qui va nous obliger à prendre des mesures.